En octobre 2025, le désert de Tindiban s'embrase en 48 heures et brise 50 ans d'attente et de promesses étrangères. Sans généraux venus d'ailleurs, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger planifient, frappent et redéfinissent la guerre moderne sous leurs propres couleurs. Pourquoi cela change-t-il tout pour vous lorsqu'Ibrahim Traoré refuse d'attendre le salut et fait parler la terre elle-même? Car dans le silence du Sahel, une voix nouvelle s'élève, celle d'un continent qui ne répond plus à l'histoire. Il l'écrit. Pendant un demi-siècle, le Sahel a porté le poids d'un même récit. Chaos, effondrement, attente. Chaque mission étrangère venait avec des promesses de paix. Et chaque promesse s'éteignait sous le même soleil de poussière. Les rapports disaient stabilité, mais les villages comptèrent des tombes. Les pères creusèrent la terre pendant que le monde parlait de diplomatie. Les merdes murmuraient au vent, demandant si Dieu les avait oubliés. Dans les capitales lointaines, la crise du Sahel n'était qu'un dossier. Ici, c'était une blessure qui refusait de se fermer. Et pourtant, au cœur de ce désespoir, un souffle nouveau a surgi. L'enjeu n'était plus d'attendre le secours, mais de prouver qu'une région appelée ingouvernable pouvait se relever seule. Ce moment allait mesurer bien plus qu'une bataille. Il allait décider si un continent entier pouvait encore se croire maître de son destin. Tout a basculé en 48 heures. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont lancé une frappe coordonnée qui a bouleversé les équilibres régionaux, redéfinissant la guerre moderne sans un seul commandement étranger. Les images satellites de début octobre 2025 montraient d'étranges mouvements près du désert de Tindiban, convois de motos, caches d'armes, carburant, silence radio total. Dans une base isolée près de Dori, un sergent burkinabé griffonna 5 mots sur la dernière page de son carnet. « Nous nous battons, ils comptent les morts ». Ce cri muet devint le miroir d'un demi-siècle d'humiliation. Sous la chaleur de 2024, 2,5 millions de personnes étaient déjà déplacées. Des provinces entières vidées par la peur. Des enfants connaissant le bruit des drones avant celui de la pluie. Chaque convoi d'aide arrivait avec des drapeaux étrangers et repartait avec les illusions des habitants. Mais dans le silence du Sahel, un mot renaissait, unité. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, des officiers se réunirent sans traducteur, décidant qu'attendre était devenu un luxe. De ces réunions naquit l'Alliance des États du Sahel, l'AES, conçue non comme un symbole, mais comme une question de survie. Les ingénieurs de Niamey fabriquaient des réseaux de drones locaux. Les jeunes codeurs de Bamako créaient des chaînes cryptées. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré rassembla ses commandants sous une simple ampoule. Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Cette phrase ne fit pas la une, mais ceux qui l'entendirent comprirent que quelque chose venait de changer. Pour la première fois depuis des décennies, le Sahel allait définir sa propre carte, dans sa propre langue. La veille de l'assaut, le désert était glacial, l'air suspendu, sans vent ni oiseaux. Sous une tente de fortune, Ibrahim Traoré se pencha sur un écran vacillant entouré de ses homologues du Mali et du Niger. 3 uniformes, un seul but. Aucun traducteur, aucun observateur étranger, aucune consigne d'ambassade, seulement le silence et une phrase qui devint leur serment. Nous définirons le champ de bataille. À 3h40 du matin, les premiers drones conçus par des ingénieurs sahéliens s'élevèrent dans la nuit, filant au-dessus des dunes comme des lucioles mécaniques. Leurs caméras renvoyaient des images précises, regroupements de motos, tentes, camions, silhouettes familières du réseau djihadiste. Puis, sans compte à rebours, le désert explosa. Les batteries du Burkina Faso tirèrent les premières roquettes SR5. L'horizon s'illumina, le ciel rugit. Les habitants des villages voisins se réveillèrent en sursaut. Depuis des années, ce son signifiait la peur. Mais cette fois, il sonnait comme la terre elle-même qui décidait de se battre. À Bamako, la radio locale murmura. Le Sahel ne réagit plus, il agit. Ce renversement, discret mais immense, fut le véritable commencement. Car ce n'était plus la guerre des autres. C'était la leur et elle venait de commencer. À l'aube, le désert de Tindiban s'était transformé en un théâtre d'éclairs et de tonnerres. Les roquettes traçaient des arcs oranges au-dessus des dunes, tandis que les drones guidaient chaque tir depuis des postes enterrés. Les formations ennemies,
autrefois rapides et insaisissables, furent aveuglés en quelques minutes. Les dépôts de carburant explosèrent, les communications furent en chenilles coupées, les colonnes motorisées dispersées. À midi, le ciel vibrait d'une onde brûlante. La première offensive totalement africaine de l'histoire moderne était en cours. Les frappes maliennes visaient avec une précision jamais vue, coordonnées par des réseaux cryptés conçus à Bamako. Les unités blindées nigériennes avançaient lentement, synchronisées sur les images des drones. Chaque mouvement était pensé, chaque impact mesuré. Ce n'était pas le chaos du hasard, mais la rigueur d'une doctrine née dans la poussière. À des centaines de kilomètres, les radios locales diffusaient une phrase simple. L'Afrique se défend. Les foules s'arrêtaient pour écouter, ne comprenant pas encore que ces mots appartenaient déjà à l'histoire. Ibrahim Traoré, lui, observait sans triomphalisme. Lorsque le silence tomba sur les ruines des positions ennemies, il ne leva pas le poing. Il regarda seulement ces hommes, couverts de sable et de fatigue, conscients d'avoir accompli l'impossible. Dans les villages, des femmes pleuraient en prononçant les noms des soldats qu'elles ne connaîtraient pas jamais. Un vieil homme déclara « En quelques minutes, la peur s'est effondrée ». Ce jour-là, la géographie du pouvoir changea de main. À Bamako, les tambours résonnèrent, non pour célébrer la guerre, mais pour saluer le réveil d'un continent. Les enfants levèrent les soins, levèrent les yeux vers les drapeaux, les mères jetèrent des foulards enfants vers le ciel. Et dans les capitales étrangères, le silence devint la seule réponse possible. Car en 48 heures, le Sahel venait d'écrire une nouvelle grammaire de la souveraineté, celle où la dignité remplace l'autorisation. Les chiffres ne mentent pas. En 2024, plus de 2,5 millions de personnes avaient été déplacées à travers le Sahel, un record de souffrance muette. Après l'opération de Tindiban, ce nombre tomba de 30% en 3 mois selon les rapports régionaux. Chaque pourcentage représentait des villages rouverts, des marchés réanimés, des familles revenues là où la peur avait régné. Les statistiques ne suffisaient pourtant pas à traduire la métamorphose. Elles mesuraient la survie, non la dignité. Le nombre de zones sécurisées passa de 12 à 38, couvrant désormais une bande de plus de 600 km. Mais derrière ces données se cachait un fait plus profond. Pour la première fois, ces chiffres n'étaient pas publiés par des observateurs étrangers, mais par l'Alliance elle-même. L'AES disposait de ses propres bureaux de coordination, de ses satellites commerciaux, de ses centres d'analyse alimentés par des ingénieurs africains. Les analystes occidentaux doutaient. Certains évoquaient l'aide secrète d'autres puissances, mais les enregistrements, les transmissions et les coordonnées GPS portaient une seule signature, sahélienne. Cette précision était nouvelle, presque dérangeante. Les observateurs de l'Union africaine confirmaient les tendances. Baisse des attaques transfrontalières, recul de 40% des embuscades, réduction nette des pertes civiles. Sur le terrain, les témoignages parlaient d'autre chose. La peur reculait. Dans la ville d'Arbinda, les habitants pouvaient enfin dormir sans écouter les moteurs dans la nuit. À Gao, des écoles improvisées rouvraient sous les tentes. Dans les marchés de Dori, on vendait de nouveau du mil et du savon avant de parler politique. Ces progrès restaient fragiles, mais ils prouvaient que le terrain répondait à ceux qui y vivaient. Ibrahim Traoré le savait. Ces chiffres n'étaient pas un trophée, mais un devoir. La souveraineté se mesure moins par les frontières que par la capacité à protéger ceux qui restent. Et pour le Sahel, cette équation nouvelle valait plus que n'importe quel traité signé à l'étranger. Dans les jours qui suivirent, le monde chercha à comprendre. À Paris, les ministères parlèrent bâclant au sursaut imprévisible. À Washington, de vide stratégique. Les analystes se divisaient. Certains voyaient dans l'AES une renaissance légitime, d'autres un militarisme dangereux. Le premier camp affirmait que les Africains reprenaient enfin le contrôle de leur sécurité, qu'ils avaient appris, à force d'humiliation, à faire seuls ce qu'on leur refusait de faire ensemble. Le second répliquait qu'une telle autonomie risquait d'attiser les nationalismes et de menacer l'équilibre régional. Deux thèses, deux visions du même événement. Les uns voyaient la liberté, les autres la menace. Mais les faits restaient là. Aucune armée étrangère n'avait participé, aucune base extérieure n'avait commandé, aucun ordre n'avait transité par un autre continent. Les transmissions radio, les trajectoires de drones, les mouvements d'unité, tout portait la marque d'un commandement africain. Alors, qui avait raison ? Peut-être les deux. Car chaque indépendance
bouscule un ordre ancien, chaque victoire révèle une peur enfouie. Même ceux qui doutaient ne pouvaient nier l'évidence. En 48 heures, le Sahel avait accompli ce que 20 ans d'intervention n'avaient pas su réaliser. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement gagné une bataille, il avait inversé une logique. Et face à cette inversion, le monde entier devait choisir. Ignorer ou écouter. Cette fois, il n'y eut pas d'attente. La phrase résonna comme un manifeste « Nous définirons le champ de bataille ». En 8 mots, Ibrahim Traoré redessinait les contours du pouvoir. Les capitales étrangères, d'abord muettes, commencèrent à se troubler. Les rapports secrets parlaient d'un tremblement silencieux, car ce qui s'était passé à Tindiban dépassait la victoire militaire. C'était une victoire narrative. Pour la première fois, l'Afrique n'était plus l'objet de l'histoire, mais son auteur. Dans les studios de télévision, les visages tendus cherchaient à expliquer l'inexplicable. Comment une alliance de nations sanctionnées, sous-équipées, avait accompli en 48 heures ce que les coalitions internationales n'avaient pas su faire en 20 ans, aucune réponse ne semblait suffisante. Derrière les analyses, une vérité nue se dessinait. Quand un peuple cesse d'attendre la permission, il devient imprévisible. Et ce soir-là, du Sahel à la mer, un mot circulait dans les rues, respect. Les répercussions dépassèrent les frontières. Dans les villages du Sahel, les enfants grimpèrent sur les toits pour guetter le retour des convois. Les camions couverts de poussière arrivaient sous les acclamations, les drapeaux effilochés battant au vent. Les mères brandissaient des foulards blancs, les vieillards pleuraient sans honte. Une femme, Mariam, serrait une photo contre sa poitrine. Son mari tombé 3 ans plus tôt dans une embuscade. Quand un journaliste lui demanda ce que signifiait cette victoire, elle répondit simplement « Je peux me reposer maintenant ». Ces mots devinrent un refrain, peint sur les murs, chanté dans les marchés. À Bamako, 3 soldats de l'AES furent photographiés, debout sous le soleil pourpre, fusil en bandoulière. La légende disait « L'Afrique se bat pour l'Afrique ». Partout les radios rediffusaient le discours d'Ibrahim Traoré. « Nous ne nous battons pas pour les applaudissements. Nous nous battons pour que nos enfants puissent dormir. » Ces phrases simples remplacèrent dans les communiqués. Dans les écoles, les instituteurs les écrivaient au tableau. Dans les casernes, les jeunes recrues les apprenaient par cœur. Le Sahel ne célébrait pas seulement la fin d'une guerre, il célébrait la fin d'une dépendance. Dans les capitales étrangères, la stupeur était palpable. À Paris, on parla d'événements à évaluer. À Washington, les experts hésitaient entre admiration et inquiétude. Les rapports internes évoquaient l'émergence d'un modèle incontrôlable. Mais dans les rues africaines, on ne parlait plus de contrôle, on parlait de renaissance. L'unité AES devint un miroir tendu à tout un continent. En Guinée, le colonel Doumbouya déclara « Le Sahel nous a montré notre reflet. Au Ghana, les universités étudièrent la tactique. Au Cameroun, des foules scandaient 3 lettres AES, jusqu'à ce que le son devienne battement de cœur. Ce n'était plus seulement une alliance militaire, c'était une idée. Et cette idée portait le nom d'un homme et d'un peuple qui avaient refusé d'attendre. 6 mois après Tindiban, le monde observait encore le Sahel, oscillant entre curiosité et prudence. 3 chemins semblaient possibles. D'abord, dans le scénario le plus probable, l'AES consolide ses positions, institutionnalise sa coopération militaire et étend son modèle à la sécurité alimentaire. Les projets civils redonnent vie aux champs abandonnés. Les anciens couloirs de guerre deviennent des routes commerciales. Mais la stabilité reste fragile, dépendante de la discipline interne et du maintien de la confiance entre États. Ensuite, dans une vision plus optimiste, l'unité s'élargit. Des pays voisins rejoignent l'Alliance, partageant renseignements et infrastructures. Les ingénieurs locaux développent une industrie de défense légère, les universités forment de nouvelles générations de stratèges africains. Les indicateurs économiques grimpent de 12%, les migrations inversent leur flux. Le Sahel ne demande plus l'aide, il inspire. Enfin, dans un avenir plus sombre, les sanctions persistent, les pressions diplomatiques s'accentuent, la fatigue des populations réapparaît. Certains craignent que la fierté ne devienne isolement. Les campagnes de désinformation se multiplient, semant le doute dans les rangs. Si la méfiance gagne les dirigeants, la cohésion pourrait se fissurer. Ibrahim Traoré résumait ce dilemme ainsi. Le lion s'est souvenu de sa force, mais les chasseurs ne l'oublieront pas. Cette phrase, à la fois avertissement et prière, devint la boussole morale du continent. Car le futur du Sahel
ne dépendait plus des armes, mais de la mémoire. Si l'Afrique parvient à transformer la victoire en vision, alors Tindibin ne sera pas un miracle, mais un commencement. Au-delà des frontières et des analyses, quelque chose d'humain s'était produit. Dans les écoles de Bamako, les enfants récitèrent les paroles d'Ibrahim Traoré comme un poème d'identité. Dans les marchés, les vendeurs répétaient les mots du général « Nous planterons du grain là où tombaient les bombes ». Les radios communautaires diffusaient des témoignages de mères, de paysans, de jeunes ingénieurs. Chacun parlait de dignité, non de triomphe. Le changement se voyait dans les gestes simples. Réparer un toit, rouvrir un puits, enseigner sous un arbre. L'espoir n'était plus un mot creux, mais une pratique quotidienne. En Afrique de l'Ouest, des artistes peignaient des lions, mi-soldats, mi-professeurs, symbole du courage et du savoir. Au Nigeria, des étudiants créaient des prototypes de drones inspirés du modèle AES. À Conakry, des musiciens composaient un refrain « Nous ne réagissons plus, nous créons ». Ce langage nouveau, mélange de fierté et de calme, se propageait plus vite qu'une armée. Car au fond, la bataille la plus décisive n'était pas militaire, c'était celle des consciences. Pour le monde extérieur, cette renaissance paraissait simple. Mais pour ceux qui l'avaient vécue, elle valait plus que la paix, elle valait la reconnaissance. Le Sahel venait d'apprendre que la victoire la plus profonde est celle qui enseigne à croire en soi. Ibrahim Traoré savait que la victoire militaire n'était qu'une étape. Il annonça une nouvelle mission, transformer la guerre en méthode, la méthode en modèle. C'est ainsi que 5 grands axes furent sans définis. D'abord, sécuriser durablement. Les forces de l'AES établissent des postes mixtes, formés par rotation entre les 3 pays membres. Chaque unité doit être autonome en ravitaillement et en renseignement, ensuite former et transmettre. Les académies de Ouagadougou et de Bamako ouvrent des programmes conjoints pour les officiers et ingénieurs. La doctrine intelligence, mobilité, unité devient matière d'étude. Puis, reconstruire. Les anciens champs de bataille sont convertis en corridors agricoles. Là où les bombes tombaient, nous planterons du grain, répétait Traoré. Ensuite, communiquer. Une chaîne d'information panafricaine est lancée pour contrer la désinformation. Elle diffuse en langue locale, reliant villages et capitales. Enfin, mesurer. Tous les 3 mois, des bilans publics recensent écoles rouvertes, marchés actifs et routes restaurées. La transparence devient stratégie. Cette feuille de route n'est pas un plan de puissance. Nhung de patience. Ibrahim Traoré le rappelait, la souveraineté ne se déclare pas, elle s'entretient. Et dans les rues du Sahel, ces mots prenaient la force d'une promesse. La liberté n'est plus un rêve, c'est un travail quotidien. Le soir de son retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré ne prononça pas de discours. Sous les arbres desséchés, il parla à voix basse à de jeunes officiers. La prochaine guerre ne sera pas contre des hommes armés, mais contre le doute. Le silence qui suivit valait serment. Chacun comprit que la victoire de Tindibin n'était pas une fin, mais un commencement. Dans les classes, les enseignants inscrivaient au tableau « La force ne vient pas de l'aide, mais de la compréhension ». Dans les marchés, les vendeurs la répétaient comme un proverbe. Le peuple ne se battait plus pour survivre, il se battait pour croire. Le Sahel avait retrouvé son souffle, et le monde devait désormais l'écouter. Car un continent qui se souvient de sa dignité devient impossible à soumettre. Quand la poussière de Tindiban retomba, les cartes restèrent les mêmes, mais les regards changèrent. Le Sahel, autrefois décrit comme un fardeau, devenait une leçon que le monde ne pouvait plus ignorer. En 48 heures, Ibrahim Traoré et l'alliance qu'il avait bâtie n'avaient pas seulement vaincu le terrorisme, ils avaient renversé le récit selon lequel la sécurité africaine devait venir d'ailleurs. Leur victoire rappelait une vérité simple. La dignité ne se reçoit pas, elle se mérite. Et chaque peuple qui se relève rappelle à l'humanité ce qu'est la liberté. Ce qui s'est passé à Tindiban n'était pas un soulèvement, mais un réveil, un murmure obstiné, une certitude douce. La dépendance n'est pas le destin. Alors, si cette histoire vous parle, partagez-la. Pas pour l'éclat, mais pour la solidarité. Car chaque fois qu'une terre oubliée se souvient qu'elle en vaut la peine, le monde s'équilibre un peu plus.